Franck Ferrand raconte sur Radio Classique. Il est 4 heures du matin par cette belle nuit du 16 septembre 1824. Nous sommes à Paris, au Palais des Tuileries. Le ciel est entièrement découvert, il n'y a même pas de nuages. La lune éclaire les somptueux jardins des Tuileries. Et au sein du palais, la vérité, c'est qu'on n'a vraiment pas l'âme à regarder la lune ni les jardins. Le roi est en train de mourir. L'archevêque de Rouen est présent auprès de Louis XVIII. Louis XVIII alité depuis 4 jours. Ça faisait longtemps que sa santé s'était dégradée. Sa condition physique est maintenant déplorable. Et au petit matin du 16 septembre, il est évident qu'il ne passera même pas la journée. Et l'archevêque de Rouen, qui se trouve être également le grand aumônier de France, il s'agit de Monseigneur de Cruy, lit au roi la prière des agonisants. Le monarque qui toute sa vie s'est distingué par cette extrême intelligence, vous savez, la finesse d'esprit étonnante du roi Louis XVIII, eh bien il va encore étonner son entourage par la conscience dont il fait preuve. Et tandis que l'archevêque lit la prière, il est 4 heures du matin, il est un petit peu fatigué, le roi ouvre un œil, le dernier œil qui lui reste, si je puis dire, et il dit « Monseigneur, vous avez manqué un verset », ce qui se trouve être tout à fait exact. Louis XVIII n'a pas eu d'enfant et c'est donc son frère, qui a été lieutenant général du royaume et qui a été depuis toujours comte d'Artois, c'est à Artois de lui succéder. Il va falloir organiser les obsèques, la succession. Tout ça n'avait pas eu lieu depuis la mort normale, si je puis dire, du dernier roi mort à Versailles. C'était le roi Louis XV en mai 1774, c'est-à-dire 50 ans plus tôt. Et entre-temps, il y a eu tous les événements que vous savez, la Révolution, l'exécution de l'ancien roi Louis XVI, devenu d'ailleurs entre-temps roi des Français, et puis bien sûr tous les régimes révolutionnaires jusqu'au consulat compris, et l'Empire, et puis la chute de l'Empire et le retour de la monarchie avec le premier des 2 frères de Louis XVI, avec Louis XVIII, en attendant le second, le dernier, le petit frère, qui va régner sous le nom de Charles X. Et il y a un point sur lequel Charles X n'a jamais laissé planer le moindre doute, c'est sa volonté de s'inscrire dans la longue lignée de tous les rois de France qui ont régné avant lui et donc d'être sacré. Son frère Louis XVIII n'a pas été sacré. Lui tient à cette cérémonie qui doit avoir lieu bien sûr à Reims. La décision de Louis XVIII de ne pas se faire sacrer avait plusieurs raisons. La première, disons les choses, c'était une raison physique. Je vous l'ai dit, le roi n'était pas de bonne santé, il avait du mal à se déplacer, il avait ce fauteuil roulant, vous savez, il était obèse, le roi Louis XVIII. Bon, tout ça n'aurait pas été facile pour un sacre. Et pour sauver l'honneur, on disait qu'il n'était pas nécessaire que Louis XVIII soit sacré parce qu'il était roi de France depuis 1795. C'est-à-dire depuis la mort officielle du petit dauphin dans la prison du Temple. Il avait donc été sacré en exil à Mito dans l'empire du Tsar par l'archevêque de Reims, qui était à l'époque, ça ne s'invente pas, Monseigneur de Talleyrand-Périgord, mais oui. Et on voulait montrer de cette manière que la monarchie n'avait jamais cessé. Et d'ailleurs, la charte, la fameuse charte constitutionnelle octroyée par le roi Louis XVIII le 4 juin 1814 avait été datée de la 19e année du règne de Louis XVIII, qui était censée avoir commencé en 1795. En tout cas, c'est ce que pensaient les royalistes à l'époque. Et certains caricaturistes s'étaient amusés à représenter Louis XVIII sur son trône, consultant l'almanach politique des 19 premières années de son règne. Évidemment, l'almanach en question était resté entièrement vierge. Est-ce que j'ai besoin de lui dire ? Bon, Charles X, lui, veut s'inscrire dans la tradition. Contrairement à Louis XVIII, il n'a pas du tout accepté et digéré toute cette révolution française et toute cette période de l'Empire napoléonien. Lui veut renouer la chaîne du temps, il veut se faire sacrer à Reims et très vite, il va le faire savoir. Franck Ferrand sur Radio Classique. On enterre donc Louis XVIII à la basilique Saint-Denis, une semaine après sa mort, le 23 septembre 24, avec
vous savez, le grand char funèbre, tiré à 8 chevaux blancs caparaçonnés, vous imaginez ça, une impression de majesté, de tristesse, dit-on. Vous pouvez, dans la très belle exposition des Gobelins, vous commencez, quand vous entrez, d'ailleurs c'est très spectaculaire, vous commencez par voir le grand catafalque avec le poil de deuil du roi Louis XVIII. Charles X, au moment du deuil, est en pourpre, c'est la couleur de deuil des rois de France, bien entendu, et ça fait dire à certains que le nouveau souverain, qui est connu pour sa grande piété, certains disent méchamment pour sa bondieuserie, est un peu un cardinal, le premier des cardinaux, dit-on, pour se moquer. 3 mois plus tard, à l'ouverture des sessions des chambres parlementaires réunies de décembre à mai, le roi Charles X va prononcer ces mots. Je veux que la cérémonie de mon sacre termine la première session parlementaire de mon règne. Vous assisterez, messieurs, à cette auguste cérémonie. Là, prosternés au pied du même autel où Clovis reçut l'onction sainte et en présence de celui qui juge les peuples et les rois, je renouvellerai le serment de maintenir et de faire observer les lois de l'État et les institutions octroyées par le roi mon frère. Je remercierai la divine providence d'avoir daigné se servir de moi pour réparer les derniers malheurs de mon peuple, et je la conjurerai de continuer à protéger cette belle France que je suis si fier de gouverner. Voilà les mots du roi Charles X aux parlementaires. Personne n'avait compris, plutôt personne n'est surpris. Tout le monde avait compris ce qu'il y avait dans l'intention du roi. On savait qu'il voulait de toute façon se faire sacrer. C'était un secret de polichinelle, mais il fallait faire une annonce officielle et voilà, maintenant c'est fait. Charles X ne se reconnaît pas du tout dans la pratique politique de son défunt frère, qui s'était beaucoup inspiré de ce qui se faisait en Angleterre. Le roi Louis XVIII a une pratique plus libérale, extrêmement respectueuse des corps et du Parlement, des corps constitués. Non, tout ça n'était pas du tout dans l'esprit de Charles X. D'ailleurs, Charles X avait une phrase qui est très claire de ce point de vue. Il disait « J'aimerais encore mieux scier du bois que de régner à la manière du roi d'Angleterre. » Vous écoutez Radio Classique. Il y avait eu un sacre, il faut peut-être le dire quand même, c'est bien sûr le sacre du 2 décembre 1804 dans Notre-Dame de Paris, sacre de l'empereur Napoléon Ier, mais en présence du pape, s'il vous plaît, du pape Pie VII, mais évidemment aux yeux de la nouvelle cour royale installée aux Tuileries depuis le retour de Louis XVIII, on considérait ça comme une espèce de pantomime, ça n'avait aucune valeur, n'est-ce pas? Ce que voulait Charles X, c'était renouer la chaîne du temps en faisant ce que son frère n'avait pas osé faire, c'est-à-dire se faire sacrer comme tous les rois avant lui et avant la Révolution, bien sûr. C'est pas ce qui gêne vraiment. La nouvelle du sacre n'a pas été trop mal accueillie dans l'opinion. Ce qui gênait les libéraux, c'était les lois qui ont été présentées devant les chambres, et notamment la loi des émigrés, qui visait à indemniser les émigrés qui avaient perdu leurs biens vendus comme biens nationaux pendant la Révolution. Vous savez que toutes les grandes familles de France qui avaient émigré se sont vues confisquer leurs gigantesques châteaux, leurs collections, leurs domaines, leurs forêts, etc. Tout ça vendu à la nouvelle bourgeoisie qui prenait la place, si je puis dire. C'est ce qu'on appelait les biens nationaux. Et l'indemnisation, c'est ce qu'on appellera le milliard des émigrés. Et ça passe très mal. Et puis, il y a cette loi sur le sacrilège qui punit de peine de mort toute personne qui viendrait à profaner une église ou, plus précisément, les hosties consacrées. Des lois qui ne sont pas considérées comme d'un progressisme échevelé, vous l'aurez compris, bien entendu. Et ça met les libéraux en colère. Bernard Degout vient de faire paraître un ouvrage aux éditions Perrin qui s'intitule « Le sacre de Charles X, les derniers feux des Bourbons ». Et voici ce qu'il dit sur tout ce contexte. Il nous dit « L'état de grâce des premiers moments du règne fit place à une division plus que jamais prononcée. De la sorte, au lieu de s'annoncer comme la consécration de l'idylle qui avait prévalu durant les premières semaines du règne, le sacre était devenu le nœud d'un double enjeu, celui de l'empire de la religion sur le nouveau règne, ainsi que des concessions faites à l'impérialisme jésuitique, comme le nomment les libéraux, et puis celui du serment à la charte, au sujet duquel la rumeur selon laquelle Charles X ne le prononcerait pas lors de son sacre s'amplifia considérablement. Ça inquiète beaucoup la bourgeoisie, qu'elle soit
républicaine ou libérale, ça c'est très minoritaire, mais qu'elle soit bonapartiste, bien sûr, ou simplement modérée. Même Chateaubriand, qui pourtant est très enthousiaste à l'idée du sacre, n'est pas convaincu par l'opportunité de ces fameuses lois. Et plutôt que de s'attaquer à la figure du roi, il s'en prend bien sûr, comme on faisait à l'époque, au gouvernement. Au moment de la mort de Louis XVIII, je n'ai dû penser qu'à son successeur. Je me serais à jamais reproché toute parole qui n'eût pas été pour le nouveau règne. Maintenant que je me suis acquitté des devoirs chers à mon cœur, il n'y a plus qu'un seul combat, c'est celui de l'opinion générale contre le ministère. Le cas extraordinaire où nous nous trouvons, c'est, mon homme l'ami, de voir non une portion, mais l'universalité de l'opinion se prononcer contre un ministère et ce ministère conserver sa position. Un fait unique dans l'histoire des monarchies existe au moment où j'écris « L'acquiescement général et complet au nouveau règne ». L'opposition générale et complète à l'administration. Oui, c'est vrai que Charles X, ne serait-ce que parce que c'était un homme charmant, très bienveillant, a été bien accueilli, mais c'est pas seulement son administration qui est rejetée par une grande partie de l'opinion, ce sont les options politiques d'un nouveau règne qui s'inscrit en opposition directe avec ce qui venait de se faire. Et d'autant plus qu'il va falloir refaire tout ce que la Révolution avait détruit. On part de pas grand-chose, même si déjà Napoléon Bonaparte, l'empereur Napoléon Ier, s'était employé à renouer la chaîne du temps, pour reprendre l'expression. Ça fait 4 ans que le roi George IV a été couronné roi du Royaume-Uni et de Hanovre dans l'abbaye de Westminster et on a l'intention de ce côté-ci de la Manche de faire beaucoup plus grandiose, n'est-ce pas? On va passer de très grandes commandes à tous les artisans d'art du royaume. Il faut redécorer tout l'intérieur de la cathédrale de Reims ainsi que le palais du Thau qui va accueillir le roi, juste à côté de la cathédrale bien sûr. C'est là qu'auront lieu le grand festin, etc. À la mi-mai 25, tout est prêt et voici ce que nous dit un témoin qui regarde le décor le matin même. L'imagination la plus brillante ne peut donner l'idée de l'imposant spectacle qu'offrait alors cette immense basilique. Des tentures magnifiques, les portraits des rois de France ornaient les travées au milieu de la nef. Entre le chœur et le portail s'élevait le trône formé par un arc de triomphe orné de figures arabesques, surmonté d'un baldaquin de velours cramoisi semé de fleurs de lys. Sur l'autel, couvert des présents de la munificence royale, se distinguait la couronne en diamant du roi, surmontée du régent avec les autres attributs de la royauté disposés pour la cérémonie, 40 grands lustres de 36 bougies suspendus à la voûte et aux tribunes, un grand nombre d'autres allumés dans l'intérieur, des luminaires gothiques chargés de cierges, des immenses candélabres placés à l'entrée du chœur et sur l'autel éclairaient cette scène magnifique et faisaient jaillir de 1000 manières l'éclat des parures, des couleurs, des cristaux, des diamants dont l'œil était ébloui. On est au petit matin de ce 29 mai 1825. Charles X s'apprête à recevoir l'onction divine. Il sera le dernier roi de France sacré. Ça, lui, il ne le sait pas qu'il sera le dernier, bien sûr. Au cours de la cérémonie, le reliquaire qui contient la Sainte Ampoule va être ouvert. Je cite Bernard de Goux de nouveau. Le reliquaire refermant la Sainte Ampoule est ouvert. Une parcelle de l'huile en est retirée avec la pointe d'une aiguille d'or et mélangée au Saint-Crème. Vous voyez tout ça, la Sainte Ampoule, l'aiguille d'or, tout ça est exposé dans les vitrines de l'exposition des Gobelins. Je reprends la citation de Bernard de Goux. Une prière et les ouvertures de sa camisole déliée, le roi se prosterne couché sur un tapis fleur-de-lysée, la face sur un coussin, à côté de l'archevêque lui aussi couché. L'archevêque se relève un moment, dit sur le roi prosterné 3 versets qui débutent ainsi « Nous vous prions de bénir votre serviteur Charles ici présent, qui va être couronné roi, exaucer nos prières. Nous vous prions de bénir, d'élever au trône et de consacrer votre serviteur Charles, qui va être couronné roi. » Et à ce moment-là débute la consécration du roi qui se place à genoux. L'archevêque prend sur son pouce droit un peu de l'onction sacrée et il va oindre le roi. D'abord sur le sommet de la tête en faisant le signe de la croix. « Je vous sacre roi avec cette huile sanctifiée au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. » Les 6 autres onctions sont faites sur la poitrine, entre les 2 épaules, sur l'épaule droite, sur l'épaule gauche, au pli du bras droit et au pli du bras gauche.
Et puis, c'est le couronnement, après ce sacre en tant que tel. L'archevêque prend la couronne sur l'autel, il se retourne vers le roi, qui est entouré du duc d'Angoulême, du duc de Bourbon et du duc d'Orléans, qui un jour sera le roi Louis-Philippe Ier. Bref, l'archevêque place la couronne au-dessus de la tête du roi, bien sûr, et les trois ducs, qui sont les trois grands barons de France, si vous voulez, s'en saisissent. L'archevêque bénit tout ça de sa main droite avant de poser l'ensemble sur la tête du monarque. Et Charles X, à ce moment-là, peut se diriger vers le trône, du côté du jubé, il s'y assoit. Voici ce qu'écrit un témoin. « En ce moment, l'assemblée, jusqu'alors paisible et silencieuse, prend un aspect plus animé, plus imposant, et des cris de « Vive le roi !» retentissent longtemps de toutes parts dans cette vaste église. Les dames agitent leurs mouchoirs blancs, la cérémonie est suspendue pendant un quart d'heure et les acclamations recommencent de minute en minute. » Franck Ferrand sur Radio Classique. Et puis il y a un grand tédéum, et après 3h30 de cérémonie, ceux qui, parmi vous comme moi, ont suivi il y a quelques mois maintenant la cérémonie du sacre du roi Charles III à Westminster se rappellent que déjà ça paraissait un petit peu long, ça durait un peu moins de 2 heures, et là ça dure 3h30, cette cérémonie grandiose sous les voûtes de la cathédrale de Reims et au milieu de tous les apprêts qui ont été faits et auxquels ont concouru, vous l'avez compris, tous les plus grands artisans, pour ne pas dire artistes, du royaume. Et après quoi, on va servir dans le palais du Thau un immense festin royal, avec bien sûr le roi, les principaux participants à la cérémonie. Et le lendemain, le 30 mai, Charles X va tenir une cérémonie de réception dans l'ordre du Saint-Esprit. Et oui, on n'avait pas fait de chevalier du Saint-Esprit depuis la Révolution, bien entendu. Louis XVIII n'avait pu être considéré comme grand maître, parce que pour ça, il fallait que justement le roi qui en assume la charge fût sacré. Et encore une fois, Louis XVIII ne l'était pas. Et il va nommer, Charles X, 29 nouveaux chevaliers dans cet ordre souverain, cet ordre principal de la monarchie française. Alors, c'est intéressant parce que on a épargné au sacre en tant que tel les critiques. C'est très intéressant de voir que même les libéraux, même les gens qui en avaient assez de tous ces fastes monarchiques, se sont abstenus de critiquer le sacre en tant que tel, en tout cas pour une immense majorité d'entre eux, par une espèce de respect historique, si je puis dire. Alors en revanche, on est tombé à bras raccourcis sur cette cérémonie du Saint-Esprit, pardon, je cherchais le terme. De même, quand le roi se rend à l'hôpital de Saint-Marcoux, parce que, vous savez, le roi touche les écrouelles en France, le roi de France te touche, Dieu te guérit, n'est-ce pas ? 120 scrofuleux sont là qui l'attendent. De la même façon, là, on se moque et on se gausse un peu. Il y a quelqu'un qui regarde tout ça et que je n'ai pas encore cité, qui n'a que 23 ans à l'époque et qui, contrairement à ce qu'il deviendra par la suite, est à l'époque encore tout à fait royaliste. Il n'est pas ultra comme l'aura été Chateaubriand, mais il est tout à fait royaliste. C'est le jeune Victor Hugo, très élogieux de tout ce qu'il a pu voir et qui va rédiger des odes, des poèmes à la gloire de ce sacre dont il considère qu'il est un très grand moment pour la France et pour la monarchie restaurée 10 ans plus tôt. Dans un poème encore tout émerveillé, il compare carrément Charles X à Moïse. Je cite Victor Hugo. « Ô Dieu, garde à jamais ce roi qu'un peuple adore, rompt de tes ennemis les flèches et les dards, qu'ils viennent du couchant, qu'ils viennent de l'aurore, sur des coursiers ou sur des chars. Charles, comme au Sina, sous-entendu le Sinaï, Charles, comme au Sina, t'as pu voir face à face, du moins qu'un long bonheur efface ces bien longues adversités, qu'ici-bas des élus, il est l'habit de fête, prête à son front royal 2 rayons de ta tête, mais 2 anges à tes côtés. » Bon, c'est pas encore tout à fait, disons-le, le très grand Victor Hugo, mais il y a en tout cas l'intention de bien faire, et là encore de s'inscrire dans l'histoire. C'est comme ça qu'il faut le vivre, ce sacre que vous pourrez revivre donc en vous rendant jusqu'au 20 juillet prochain dans la Grande Galerie des Gobelins au Mobilier National. Le commissaire général de l'exposition, je ne vous surprendrai même pas en vous disant qu'il s'agit de mon ami Stéphane Bern. Les commissaires
derrière sont Hélène Cavaillé et Renaud Serrette. Et puis le scénographe, celui qui a transformé cette exposition en un événement extraordinaire. Et pour ceux qui écouteront le bonus, je vais vous la décrire, l'exposition dans le bonus. Le scénographe n'est autre que le magicien, si je puis dire, des grandeurs françaises, l'artiste et le turiféraire de tout ce qui s'est fait de beau, de grand, de noble, dans les décors, dans les cérémonies, dans les mises en scène depuis bien longtemps, et même depuis les 2 siècles qui se sont écoulés depuis ce sacre. J'ai nommé, bien sûr, Jacques Garcia. Vous écoutez Radio Classique.